Bonjour à tous, bienvenue dans les hors-séries de l'été de Parents Voyageurs. Cet été, nous nous associons avec Stéphanie de Famille et Voyage, le podcast, pour vous présenter une autre facette de nos invités. Alors que nous les interrogeons sur leur parcours, leur choix de vie, leurs expériences de voyage en famille, Stéphanie leur demande d'ouvrir leur carnet de voyage et de nous faire découvrir des destinations. Chaque semaine, jusqu'à fin août, nous allons donc vous proposer 2 conversations avec le même invité, une histoire de vie et un carnet de voyage. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur votre plateforme d'écoute préférée et sur nos blogs respectifs famillevoyage.com et parents-voyageurs.fr. Belle écoute et bel été! Hello hello! Bienvenue sur Famille et Voyage, le podcast dédié aux familles qui aiment parcourir le monde. Je suis Stéphanie, maman de 2 ados de 12 et 16 ans, tombée dans la marmite des voyages toute petite et complètement addicte depuis. Si vous cherchez une nouvelle destination pour vos prochaines vacances, si vous vous titillez pour un voyage au long cours, abonnez-vous. Les carnets de voyage de mes invités vont vous emmener aux 4 coins de la planète sans prendre l'avion. Enfin, pas tout de suite. Dans ce podcast, on va parler itinéraire, à pied, à vélo, en voiture, en camping-car, tour du monde et expatriation. Les parents voyageurs vont vous donner plein d'idées d'activités à faire avec les enfants, leurs bonnes adresses pour goûter les spécialités du coin et, bien sûr, leurs meilleurs ratés. Je vous proposerai également des reportages entre récits, témoignages et interviews, et des formats plus courts, mes top 5 des activités à faire en famille dans une destination, et les galères ton voyage, histoire d'éviter 2-3 trucs un peu chiants sur le moment. Bon allez, ça suffit le blabla, il est temps de passer à ma nouvelle conversation. Parent de 2 mini-loupiaux et cofondateur des Petits Paraudeurs, Céline et son mari se sont donné pour mission d'aider les parents à éveiller leurs enfants à la nature et à l'aventure. Ils ont donc créé un site qui inspire, conseille et équipe les familles pour leur activité en extérieur. On peut dire que Céline est une habituée du podcast. Après ses escapades avec des ânes dans nos montagnes et son superbe voyage en Laponie dans l'épisode 51, puis leur randonnée au Cap-Vert dans le 65, on s'envole cette fois pour Ouarzazate, point de départ d'une belle semaine de trek dans le désert. Au programme, jeux et roulades à gogo dans les dunes majestueuses, bivouac à la belle étoile, petit village et belles rencontres avec d'autres familles et le reste de leur caravane. Allez, c'est parti pour le carnet de randonnée de Céline dans le désert marocain. Je vous souhaite une belle écoute. Hello Céline! Bonjour! Bon, je suis hyper contente, on se retrouve. C'est un peu le rituel maintenant. Mais oui, une fois par an, pouf, après les vacances de Pâques. Bon, où est-ce que tu te trouves aujourd'hui? Toujours perdue dans tes montagnes? Tout à fait. Alors c'est des petites montagnes, quand même là où on habite, mais oui, je suis bien en Haute-Savoie, toujours, à Alby-sur-Chéran, à côté de là où on habite, là où on travaille. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas écouté les épisodes précédents et qui n'ont pas toute l'histoire, est-ce que tu peux nous raconter brièvement comment tu as atterri là? Ah oui, effectivement, je vais pas raconter cette partie-là. C'est un Mmh. voyage en fait en soi presque. Écoute, c'est assez simple, avec Fred on est, du coup on est associés dans la vie et associés dans notre entreprise. Et avant d'atterrir en Haute-Savoie, écoute, on a passé pas mal de temps aux États-Unis et après les États-Unis, on s'est installés à Paris, ce qui était génial au début, mais rapidement avec les enfants, c'était moins à notre goût, c'était moins adapté parce qu'on pouvait plus partir en vadrouille tous les week-ends tout simplement. C'est important. Et je dirais que la naissance des enfants, ça a fait un vrai déclic en nous, à la fois parce qu'on avait tous les 2 envie de les élever plutôt au vert et aussi parce qu'on avait très envie de donner du sens à nos jobs. Donc on a tout plaqué, tous les 2 en même temps, avec nos 2 bébés parce que notre plus jeune venait de naître et on s'est dit qu'on allait entreprendre et qu'on voulait habiter en Haute-Savoie. Waouh, ça fait beaucoup en même temps. C'était un gros challenge, donc on a choisi, un peu au hasard, enfin on savait, que grosso modo qu'on voulait être pas très loin d'Annecy et du coup on a trouvé en fonction de nos recherches de logement. On s'est installés dans un petit village où on est toujours, donc quasiment 10 ans plus tard et en arrivant là, on avait pas mal de quelques idées de business et cetera et en fait, il y en a une qui s'est imposée à nous au bout de même pas 1 mois qu'on était dans la région, en allant faire une randonnée avec nos enfants. Donc notre grande avait, 18 mois et notre petit avait 2 mois, donc je te voilà, situe un peu
Et au détour d'un chemin de rando, on s'est dit, oui, mais c'est bien sûr, il manque toute cette partie à la fois conseil, inspiration et équipement pour les familles pour se dire qu'on peut retourner randonner, à voyager avec des tout petits. Et c'est là qu'est née l'idée des petits baroudeurs. Donc on l'a mis en œuvre quasiment dès qu'on est arrivé dans la région. Comme quoi, faut faire des randonnées. Voilà. Ouais, alors justement, il y avait eu le gros saut dans la grande piscine de l'inconnu, mais Mmh. oui, Mais c'est toujours bien de faire des randonnées de toute façon. tout à fait. La transition est parfaite puisque vos vacances, en fait, vous faites aussi des randonnées. Oui, en fait, c'est quelque chose qui ne nous a pas vraiment quittés, hein, de vadrouiller comme ça dans la nature, c'est quelque chose qu'on apprécie énormément et même, avec les enfants, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire qu'on aurait pu abandonner ce type de voyage ou de vacances, mais en fait pas du tout et c'est assez marrant parce que les enfants, ils trouvent aussi leur compte, donc ça satisfait bien toute la famille. Ouais, ouais. Et donc on avait raconté dans les épisodes précédents, c'est une saga presque, vos randonnées avec des ânes, on était allé en Laponie, on est allé au Cap-Vert l'année dernière, et là on va au Au Maroc. Maroc. Ouais, dans le désert marocain. Pourquoi t'as choisi cette destination? Alors l'impulsion, elle vient vraiment de moi pour le coup, et pas du reste de la famille parce que c'était moi qui avais très envie d'aller, dans le désert. C'était quelque chose que je rêvais de faire depuis longtemps. Je suis assez cinéphile, donc je pense que, j'avais beaucoup d'images en tête de désert et que j'avais envie de confronter mes images, enfin mon imaginaire, cinématographique, à ce que c'était en vrai. Donc il y avait vraiment cette motivation-là et j'avais envie aussi d'être dans un environnement différent de tout simplement de notre quotidien. À nouveau, voilà, où on habite, c'est très vert, enfin la France en général, mais particulièrement là où on est quand même dans une région, particulièrement verdoyante et du coup, j'avais vraiment envie de changer, de découvrir autre chose et de faire découvrir autre chose aux enfants. Gling. Je suis désolée, rien d'autre ne peut biper. Donc le désert, mais il y en a plein des déserts, pourquoi le Maroc? Pourquoi le Maroc? En fait, on se rend compte qu'on quand même aujourd'hui pour partir voyager à pied et en famille, donc de façon assez sûre, le Maroc coche quand même beaucoup de cases. Et qu'en plus, c'est un pays quand même qui est assez fabuleux parce qu'il y a quand même énormément de choses à découvrir. Donc sur ce voyage-là, on a fait qu'une petite partie, mais finalement, c'est un un pays hyper riche en termes de culture, de paysages, de choses à faire. Enfin, c'est assez dingue comme endroit. Et est-ce que tu connaissais déjà d'autres endroits du Maroc? On était allé au Maroc auparavant, avec Fred, du coup, à Marrakech et après on avait loué un 4x4, on était partis, et on avait pris un vélo et on était partis, plusieurs jours, dans la région de l'Atlas, en vadrouille. Donc on faisait des grosses boucles, à pied, en vélo à la journée. C'était un chouette, moment parce qu'on était partis que tous les 2 un peu, en baroud quoi, tout seuls et on a des très bons souvenirs, on avait trouvé ça très, très beau. Comment t'as organisé votre voyage? Alors, quand on part dans le désert, on peut partir tout seul, mais juste peut-être pour faire un petit échantillon du désert sur un après-midi. En vrai, si on part pour plusieurs jours et qu'on veut vraiment partir en immersion, c'est impossible de partir tout seul. Ah bah c'est Ou clair. alors, faut être hyper aguerri au sujet, mais je le recommande pas du tout. Du coup, faut passer par, des professionnels et du coup, cette fois-ci, on est à nouveau parti avec Alibert Trekking. Tout simplement parce qu'on avait aussi adoré notre expérience au Cap-Vert, donc c'est assez naturel que voilà qu'on a souhaité repartir avec eux et aussi parce qu'ils proposent, beaucoup de treks super sympas sur cette destination. Alors il y en a un qui nous a plus sauté aux yeux, que les autres, mais voilà, on est convaincus à la fois par la qualité de l'encadrement, par, je dirais aussi le fait que les équipes soient, bien traitées, bien rémunérées, bien encad enfin voilà et c'est aussi important pour nous que tout le monde s'y retrouve. Donc voilà, la qualité au rendez-vous pour tout le monde, donc il y avait pas trop de questions à se poser. Alors lequel vous avez choisi? Alors, on a choisi celui qui s'appelle Le Petit Prince, parce que c'était à nouveau toujours dans mon idée d'immersion. C'était celui qui proposait d'aller, le plus loin et le plus en immersion possible pour évidemment pour des familles. Mais, voilà, c'est à mon sens celui qui allait, plus jusqu'au bout et qui Ok. proposait plus de marches pour le coup que plus intense que les autres. Est-ce que tu avais montré les différents itinéraires aux enfants ou t'as choisi toute seule? Non, j'ai choisi toute seule.
Allez hop, celui où on marche le plus, c'est tellement sympa. Du coup, vous êtes partis en groupe, vous vous êtes retrouvés avec un groupe de combien de personnes? Alors on était 4 familles, donc un peu plus nombreux qu'au Cap-Vert, mais 4 familles, ça reste quand même, très petit, enfin ça reste une petite tribu, hein, c'est très raisonnable. On est très loin, juste dans pour l'imaginaire collectif, je suis la première à décrier, à pas aimer du tout ce côté, énorme troupeau de touristes qui descendent son bus à, 60-70 personnes d'un seul coup, c'est pas du tout ça, hein. On se déplace, les rares déplacements, véhiculés qu'on a fait, c'était dans des tout petits minibus, donc on reste quand même sur un format, tout petit, très familial, très tribu, donc ça fonctionne super bien. On était 15 participants avec du coup, qu'elle je me trompe pas dans les calculs, avec, 7, voilà 7 enfants et du coup le reste d'adultes. Les enfants avaient, de quel âge à quel âge? Alors, c'était, Léo le plus jeune, je pense, à 9 ans et le plus grand doit avoir 15 ans et c'était uniquement des garçons sauf notre fille. Ouh! Ah, c'est pas mal ça, et elle a réagi comment quand elle a vu qu'il y avait que des garçons? Ça lui a posé aucun problème. Je crois me souvenir que le foot, ça lui va bien, que, Ça ne lui a posé aucun problème, non, non, il y a eu pas eu de souci. Elle a pu papoter quand même, bien comme il faut, donc il y avait pas de les tiens avaient quel âge d'ailleurs? Ils ont quel âge actuellement plutôt? alors, je dis Léo avait 9 ans, mais en fait, il vient d'avoir 10 ans, donc techniquement 10 et bientôt 12. Mmh. Donc c'était oui, c'était les plus jeunes, et que des garçons. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ça faisait une bonne équipe et bah, avec un bon dynamisme. Comment vous êtes préparés avant de partir? Alors si je me souviens bien pour le Cap-Vert, vous êtes pas préparés du tout parce que de toute façon, vous êtes, déjà randonneurs, vous sortez tout le temps, donc ça se faisait, simplement. Est-ce que là, il y a eu quelque chose en plus? Physiquement, on s'est pas du tout préparé non plus, parce qu'effectivement, notre mode de vie fait qu'on n'a pas spécialement besoin. Après non, c'est plus une question d'avoir suffisamment de gourdes, d'avoir les bons vêtements pour les enfants parce qu'on est quand même sur une saison où nous, on sort de l'hiver, les enfants grandissent, donc il faut à nouveau retrouver, les bons shorts, les bons Mais pantalons, oui! les bons t-shirts qu'on met un petit peu moins dans l'hiver, donc voilà, c'est plus du renouvellement la préparation a plus consisté dans du renouvellement de matériel pour les enfants qu'autre chose. Bah, d'ailleurs, en tant que grande spécialiste en plus, qu'est-ce que tu recommandes pour, ce type de voyage, notamment pour les enfants? Ça a été une vraie question et je pense d'ailleurs, qu'on a prévu de pas mal documenter, cette partie-là de la préparation parce qu'effectivement, j'ai trouvé peu de littérature en ligne sur, justement est-ce qu'il faut absolument avoir, que du long ou est-ce qu'on peut faire, du C'est long une et vraie du question. court? Enfin, c'est des vraies questions qu'on s'est posées. En plus, évidemment, en étant spécialiste d'équipement, moi, j'ai à cœur que les enfants soient super bien équipés parce que c'est, voilà, c'est Évidemment. important, hein. Alors, pour répondre à ta question, je pensais qu'il fallait absolument qu'ils soient en pantalon, donc en jambes longues et bras longs et en fait, non, honnêtement, c'est pas indispensable. Alors, je conseillerais pas d'avoir des tout petits shorts et des tout petits débardeurs parce qu'il faut quand même être un petit peu protégé du soleil et que finalement le textile protège quand même très bien. Mmh. Maintenant, je dirais qu'un t-shirt, qui arrive, du coup au coude et un short qui arrive, juste au-dessus du genou, c'est top parce que du coup les enfants sont quand même, ils ont moins chaud quand même malgré tout qu'avec du très long et eux, ils ont moins d enfin ils c'est pour plus compliqué pour eux de comprendre qu'il faut mettre du très long quand il fait très chaud, en plus. Et la zone à couvrir en termes de crème est quand même pas immense, donc ça passe bien. Donc du coup, finalement, ils sont partis sur plutôt ce concept t-shirt Bermuda qui allait super bien. Après donc crème solaire indispensable. Après pour se protéger de la tête, j'avais lu que le chèche était utile et au début, je me suis dit: «Ouais, ça va être un truc de touriste, c'est un peu n'importe quoi et cetera et cetera». Mais en fait, je me suis dit en arrivant: «Mouais, on va quand même en acheter, hein, ça peut être utile» et en fait, c'est pas utile, c'est juste indispensable. Indispensable! C'est juste indispensable et c'est tellement agréable à porter parce que ce tissu est hyper léger. On apprend assez vite à bien le mettre sur sa tête et en fait, c'est assez chouette parce que ça protège, du soleil, donc des insolations. Ça permet d'avoir la nuque protégée parce que le tissu redescend un peu dans le cou. Quand il y a du vent, ce qui nous est arrivé, ben, ça protège avec les lunettes de soleil, on est entièrement couvert. Donc moi j'ai trouvé ça, juste génial et c'est hyper léger donc ça gêne pas la tête finalement. C'est pas handicapant, sur la tête. Donc du coup, juste complètement indispensable. Mais bon, on n'a pas besoin de le préparer à l'avance vu qu'il faut le trouver sur place.
Oui, alors nous, on avait fait un mix des deux. On en a acheté sur place et on avait pris quelques foulards Mmh. un peu longs en coton, tout ça, tout ça. Et effectivement, je parle de la Jordanie. Enfin, on l'a adopté dès le premier jour et on l'a pas quitté. C'était essentiel, Tout à fait. vraiment. Bon, eh ben, on va partir. Vous avez atterri où au Maroc? Alors on a atterri directement à Ouarzazate et c'était aussi une des raisons du choix de ce voyage-là, c'est que ça nous évitait un plus long transfert en voiture qu'on aurait dû faire sinon depuis Marrakech et je me suis dit: «Ben, de toute façon, on prend pour, vu qu'on prend l'avion pour l'avion, bah, autant aller ju le plus loin possible et atterrir directement à Ouarzazate». Enfin, je sais pas toi, mais moi, Ouarzazate, rien que de l'entendre, je suis déjà partie en voyage, quoi. Je C'est trouve que vrai, non mais ce nom de ville, il est fou. Enfin, ça a toujours été le cas. J'ai toujours aimé ce nom. c'est un peu la plus grande ville au sud, donc aux portes du désert, même si après il y en a d'autres, mais elles sont vraiment de taille plus modeste et on a eu la chance d'arriver un jour avant, donc d'avoir pu, pas mal s'y balader et on a beaucoup aimé parce qu'il y a une casbah qui est très belle à visiter et finalement ça met déjà bien dans l'ambiance au niveau, des odeurs, des impressions et cetera, de la chaleur aussi à laquelle, bon, on a pu commencer à s'habituer donc c'était une bonne première halte. Bah, raconte-nous un petit peu quand même. La Casbah, c'est chouette, mais c'est quoi les couleurs? C'est quoi l'ambiance? Il faisait, bah, tu as parlé de température, il faisait combien? Je pense qu'il devait faire un peu plus de 30 déjà. Alors la ville est assez grande, mais on était idéalement positionnés entre le vrai centre-ville où on est allé faire deux trois emplettes pour acheter des fruits secs et cetera et du coup le côté alors même si la traduction c'est pas ça, mais ça fait un peu la vieille ville quoi, la Casbah à visiter où, du coup, là, on est plus sur des dédales de toutes petites ruelles où on peut pas être en voiture, hein. C'est vraiment des endroits où on est que à pied ou en vélo ou en 2 roues, quoi, grosso modo. C'est marrant parce que ça a assez impressionné les enfants parce que finalement, c'était un premier bain dans cette culture. Les murs, ils sont en pisé, donc ça rend des murs un peu ocre. C'est vraiment très joli au niveau lumière, au niveau couleur et on est tout de suite, on va dire, dans un autre monde. Pour les enfants, c'est un peu la plongée dans les mille et une nuits, même si c'est pas tout à fait la même région, mais le ressenti est à peu près le même. Après, pareil, premier ressenti des enfants, évidemment, c'est quand même touristique, donc du coup, on a eu pas mal de propositions de guides pour nous guider dans cette vieille ville. Or, nous, on avait juste envie, surtout le premier jour, de rester tous les 4 et d'être tranquilles. Du coup, les enfants, ils ont trouvé que les gens étaient un peu insistants. Ils nous ont dit: «Mais pourquoi ils insistent autant et tout pour, nous demander de». Alors on a dit: «Bah, c'est comme ça fonctionne comme ça, c'est culturellement, c'est différent» et Tout donc à voilà, ça fait. a permis aussi d'expliquer des choses et de se dire: «Bah, voilà, mais ça vous montre aussi qu'on peut dire non et finalement, faire son bonhomme de chemin tout seul et que ça marche aussi». Donc voilà. Donc vous êtes arrivé une journée avant, ça veut dire que vous avez retrouvé votre groupe le soir ou le lendemain? Le lendemain uniquement, en fait, on a retrouvé le groupe, le 1er jour du trek, donc le dimanche matin, le rendez-vous était à 8 heures à la réception, donc on a retrouvé tout le monde à ce moment-là. Pour justement, du coup, partir en minibus, donc faire quoi, 3 un peu plus de 3 heures de route qui nous séparaient de notre premier pique-nique, donc du moment où, finalement, on retrouve les chameaux, les chameliers et on part à l'aventure. Les chameaux et les chameliers. Il y avait combien de personnes qui vous encadraient? Alors c'est assez dingue, hein, parce que finalement ça fait une grande caravane. Mhm. C'est assez fou parce que du coup on part, en autonomie totale dans le désert. Donc faut se Ouh! dire qu'on ne recroise pas de village. On a recroisé vite fait un village à un moment donné, dans lequel on s'est même pas réapprovisionné parce qu'il y avait rien. Donc c'est vraiment de la vraie autonomie et nous on a particulièrement aimé ça parce que ça ressemble vraiment au trek qu'on peut faire en montagne où on part pour plusieurs jours, en totale autonomie, où il faut transporter sa nourriture et cetera. Donc c'est assez génial, ça fait expédition un peu. Enfin, il y a un côté, ce C'est côté-là l'aventure! très aventure, donc c'est assez fabuleux. Du coup, on avait 10 chameaux, enfin 10 Mhm. dromadaires, très exactement. Je me reprends parce que ce sont Oui, des dromadaires. soyons précis. Et il y avait 5 chameliers, un guide et un cuisinier. Ah oui, ça fait du monde. Donc ça fait une belle équipe. Après, en réalité, on a peu marché tous ensemble.
d'un point de vue logistique, donc nous, on marchait, donc le groupe, plus le guide, plus un chamelier et 2 dromadaires de selle et le reste de la caravane avançait un peu plus vite, de manière à pouvoir être là au moment du pique-nique et au moment du campement avant nous pour commencer à préparer. Ah bah oui, c'est cool ça. Oui, je confirme. Quelles ont été vos différentes étapes? Alors en fait, ce trek, c'est une boucle, quasi une boucle, hein, on revient quasiment à notre point de départ. Alors c'est assez étrange d'ailleurs, quand on est habitué à faire des treks, on a toujours un objectif, genre on va faire le tour d'un sommet, on va faire, je sais pas, le GR20, donc c'est la traversée, du nord au sud de la Corse, enfin voilà, et là en fait, il y a pas un objectif, précis. Donc au départ, moi ça m'a un peu, perturbée de me dire: «Mince, il y a pas un truc, un sommet, un genre on va jusqu'à là». Et finalement, c'est pas bien grave parce que c'est assez chouette et c'est pour moi, c'était assez nouveau ça, c'est qu'on se laisse embarquer dans finalement, c'est tout le chemin qui est en lui-même une aventure, enfin qui est un événement en soi, en fait. Donc il y a Mmh. pas besoin d'avoir un point spécifiquement où on va atterrir ou un tour de quelque chose à faire. Non, chaque étape est assez magique. Malgré tout, tu as quand même ce concept de t'éloigner de plus en plus de la civilisation et de te rapprocher de plus en plus de la frontière avec l'Algérie. Donc tu sens que tu vas vraiment de plus en plus loin et du coup, il y a un bivouac qui est au milieu du séjour, qui est le plus éloigné et du coup, ça, on le ressent de manière un peu différente parce que c'est un bivouac où finalement, il y a plus du tout de pollution nocturne. Il y a plus de villages, qu'on peut voir, on va dire, avec les lumières, parce que la journée, on les voit pas, mais la nuit, on peut les voir avec la lumière. Mais sur le bivouac le plus éloigné, on voit plus rien. C'est Waouh! génial. Ah oui. Du coup, c'est pas mal de le faire au fur et à mesure parce que tu t'habitues, et tu vois les choses évoluer et après tu reviens doucement à la civilisation. Exactement, c'est hyper progressif dans un sens comme dans un autre. OK. Bon allez, cette fois-ci on part vraiment. 1re journée, qu'est-ce que vous faites? Comment ça se passe? Raconte-nous. Alors la première journée, en fait, on fait donc la route le matin et puis, on retrouve, notre cuisinier et une partie des dromadaires. Donc on est dans une palmeraie. Donc les palmeraies, en fait, c'est des endroits qui sont plantés de palmiers dattiers, qui sont récoltés au mois d'octobre. Donc là, il n'y avait pas de fruits sur les arbres et le gros avantage, donc il y a des choses cruciales dans le désert, c'est l'ombre et l'eau. Gros avantage de la palmeraie, c'est qu'il y a un petit peu d'ombre et il y a un moment donné où l'ombre devient un truc, hyper important. Oui, tu la cherches, tu la scrutes. Et du coup, premier pique-nique dans cette palmeraie. Donc déjà, on découvre le concept du pique-nique, donc dans le désert et c'est juste énorme. C'est-à-dire que on est super bien installés, avec, donc on est par terre quand même, mais on est super bien installés parce qu'ils mettent des grandes, nattes par terre et les matelas sur lesquels on dort ensuite par terre aussi et donc ça fait une espèce de table, on se met tout autour et puis au milieu, ben, les plats sont amenés et là on mange, mais comme des rois. Je pense qu'on y reviendra et là on commence à marcher. Donc le premier jour, on a fait, ben, une demi-étape, je dirais en termes de marche. Donc un peu plus de 10 kilomètres, j'imagine, pour arriver à notre premier campement, qui était alors ce trek-là a une spécificité, c'est que tous les bivouacs sont dans des dunes et c'est juste génial les dunes. Et en fait, quand on dit ça comme ça, on est des dunes, je sais pas Ouais, où c'est du ça va. sable, bon. Mais en fait, c'est, une des choses que les enfants ont préférées et même nous d'ailleurs. Donc alors oui, c'est que du sable, mais en fait, ça fait un paysage assez particulier parce que du coup, ça met du relief. Les dunes, elles sont différentes selon les endroits où on est parce que le sable, il est pas forcément de la même couleur, parce que, il peut y avoir des dunes où il y a un peu de palmiers ou d'autres où il y en a pas du tout. Je sais pas, c'est toujours différent et c'est toujours très beau. L'esthétique de la dune est absolument dingue. C'est visuellement un truc, ben, juste magnifique et la jouabilité de la dune est assez dingue aussi. Mais le kiff total de sauter, Voilà, les sauts, les jeux, tout est juste génial dans les dunes. Donc ça, c'est vraiment, vraiment exceptionnel de dormir tous les soirs dans des dunes différentes, mais dans des dunes. Donc voilà, premier bivouac
Et donc là, on n'est quand même pas très, très loin de village parce à vol d'oiseau, on doit être à genre 5 kilomètres de village. Du coup, on entend quand même, on voit les minarets le soir et on entend de loin les appels à la prière. Donc on est encore, on sent qu'on est encore un tout petit peu près de la civilisation, même si techniquement, c'est quand même assez loin, mais voilà. Oui, t'es quand même dans le désert. Ah oui, il n'y a pas de route, il n'y a plus rien, on est vraiment dans le désert. Et donc là, ce premier bivouac, vous connaissez pas encore bien les uns les autres, donc vous faites connaissance autour d'un bon repas. On a fait connaissance un peu avant parce que Mais oui, pendant que vous marchiez. pendant le trajet, et en plus, il nous est arrivé une petite aventure, c'est que l'alternateur de notre minibus s'est cassé, donc on s'est arrêté dans une des toutes petites villes qu'il y avait sur la route. Ah, finalement, c'était bien parce que ça nous a permis d'aller tous boire un thé à la menthe et de briser la glace finalement dans le groupe et donc de tous bien se présenter, se connaître, enfin apprendre à se connaître, etc. Donc finalement, on avait déjà fait les présentations Mais pendant le oui. trajet. Puis c'est vrai qu'après, tous les repas sont pris collectivement, donc du coup, ça permet tous assez simplement de lier connaissance. Et c'est vrai que là encore, on a fait des très très belles rencontres. Donc c'est vraiment génial à ce niveau-là parce qu'on n'est jamais déçus finalement. Et c'est cool. On a parlé rapidement de votre premier pique-nique, donc là c'est votre premier bivouac. Bon, qu'est-ce que vous avez mangé? Fais-nous saliver. Tous les jours, c'était des plats, mais dingues. C'est vraiment ce qui est un peu. D'ailleurs, pour l'anecdote, on a essayé de. Alors, c'était pendant le ramadan, donc c'était un peu compliqué pour l'équipe, du coup, Bah oui. j'imagine. Mais malgré tout, du coup, on a essayé de manger bien manger quand on est rentré à Ouarzazate le dernier jour. Et en fait, c'était beaucoup moins bon que tout ce qu'on avait mangé dans le désert. Bravo au chef. Ouais, ouais, vraiment, c'était exceptionnel. Du coup, on a mangé des tagines, on a mangé du couscous, on a mangé, enfin, c'est hyper créatif, donc c'est à la fois très local et quand c'est pas local, c'est très créatif. C'est des lentilles, par exemple, super bien cuisinées avec, des épices locales, des légumes, c'est très fin, c'est joli même, les plats sont beaux, il y a plein d'épices, plein d'herbes, et tout le monde a adoré. Évidemment, les enfants ont préféré la soirée, pâtes frites parce que pâtes frites, ça va vachement bien ensemble. Ah oui, comme tout le monde le sait. Ah voilà, hein. Le soir, pâtes frites, c'était leur préféré. Alors moi, perso, j'ai préféré le couscous, mais chacun. Il y en a pour tous les goûts, et c'est ça qui est bien. Exactement, exactement. Non, non, mais on a extrêmement bien mangé. Donc on avait, à chaque fois, on avait des crudités et donc c'est génial parce que finalement, eux, ils transportent d'énormes seaux avec plein de fruits et légumes, bruts, on va dire. Et ils les préparent au fur et à mesure, donc finalement, tout est frais, enfin, c'est cuisiné juste avant qu'on mange, donc ça garde une fraîcheur de dingue et c'est hyper appréciable quand on a marché et qu'il fait 35 degrés forcément, voilà, c'est hyper agréable et après un plat chaud, donc couscous ou tagine ou autre et ensuite en dessert, c'était des fruits en général, des pommes ou des oranges. Ça finit bien. Ouais Mm. et toujours beaucoup de thé à la menthe. Ah bah oui, la base. Évidemment. Tu ne peux pas ne pas boire de thé à la menthe quand tu es au Maroc. Les enfants en ont bu aussi? Les enfants en ont bu aussi, je pense qu'ils étaient imprégnés de théine. C'est culture locale, faut faire avec. Non, mais voilà, les enfants ont bu du thé à la menthe, le matin, en arrivant enfin, en finissant la marche et on en avait, à la place du café et après on en avait au goûter en arrivant. Donc on avait du thé, tout le temps Ok. Et de l'eau. et de l'eau, ouais. Ouais, ouais, alors du coup, l'eau, pareil, on s'est posé pas mal de questions au niveau des préparatifs sur comment on allait gérer l'eau. On savait pas si on allait filtrer de l'eau, s'il fallait des pastilles, si voilà. Et finalement, la manière dont ça s'est passé, ce que nous a conseillé le guide, c'est qu'il allait acheter toute l'eau minérale, de l'eau minérale, de manière à ce qu'on soit sûr déjà de ne pas être malade. Et que l'eau, gustativement parlant, était plus appréciée et mieux bue par les enfants quand c'était pas de l'eau avec des pastilles de micro-pur. Eh oui, Donc, forcément. Ok. pas de souci d'eau. Très bien. C'est important, surtout quand tu es dans le désert. Tout à fait. Mm. On est dans la vallée du Drap, si je ne m'abuse. Est-ce que les dunes c'était un endroit particulier? Ça avait un nom? Alors non, j'ai pas retenu tous les noms des endroits qu'on a traversés, à part celles qui sont dans le campement le plus reculé, qu'il nous a appelé les dunes de Sahel, je crois.
Mmh. Grosso modo, les types de paysages qu'on a traversés petit à petit sur ce trek, c'était, soit effectivement des dunes de sable, soit un genre de plaine, de plateau avec, comme le lit d'une rivière, parce que c'était, finalement c'est ça, hein, le lit de la rivière d'avant, avec des galets dessus. Donc c'est très ça fait un paysage très joli aussi parce que c'est tout plat, avec comme de la terre battue séchée dans lesquelles sont plantés plein de galets assez multicolores. Donc ça c'est vraiment, très, très beau. Donc voilà à peu près pour le topo. Donc le deuxième jour, c'était, on est parti très tôt parce que, on savait qu'il allait faire chaud et qu'il faut petit à petit se préparer, du coup à la chaleur et au fait que voilà, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué, on a décalé tous nos départs d'1 heure. Donc plutôt que de partir à 8 heures comme c'était, la théorie et ce que font les guides, sur les saisons où il fait pas aussi chaud, on est parti 1 heure plus tôt. Donc en général, on se levait, un peu avant 6 heures, de manière à mais ce qui est pas du tout un problème ni pour les adultes ni pour les enfants, en fait, c'est assez marrant. Du coup, de manière à avoir le temps, bah, de se préparer, de prendre le petit déj et de commencer à marcher pour, 7 heures. Bah oui, il vaut mieux partir plus tôt, rentrer plus tôt et se coucher plus tôt. Voilà, exactement. Est-ce que vous avez participé, au montage ou au démontage des camps? Alors en général, les camps étaient montés quand on arrivait. Donc, c'est-à-dire, une grande tente pour, manger dans laquelle on n'a jamais mangé vu qu'on mangeait plutôt en dehors de la tente. Une tente pour le cuisinier et ensuite, des tentes individuelles enfin des tentes, pour le groupe où on dormait, 2 par 2. Après en fait, on a plus ou moins réussi à motiver à peu près tout le monde pour dormir à la belle étoile. Écoutez, Ah! ça a marché. Ouais, trop bien. Du coup, on a fait ça, le soir du milieu. Donc du coup, le second soir, on avait encore un peu d'ombre, donc on était dans un coin, toujours dans des dunes, mais assez basses, donc il y avait pas de grandes, grandes dunes, c'était des petites dunes et il y avait de l'ombre parce qu'il y avait des espèces d'arbres tout fins qui forment des îlots un peu dans le désert et qui donnent de l'ombre. Et ensuite, du coup, cette étape-là, quelques-uns ont dormi dehors, mais pas tout le monde. Et sur la 3e nuit, du coup, la deuxième nuit du trek, non, la troisième nuit du trek, là, on était assez nombreux à dormir dehors et tous les enfants se sont mis au sommet d'une dune et ont dormi tous en randonnion, tous Ah, ensemble. c'est trop chou! C'était vraiment génial. Ils ont joué à la balle à 6 dans les dunes jusqu'à je sais pas quelle heure et après, on leur a dit: «Allez, finito» et Dodo. Mmh. voilà. On rembobine sur la deuxième journée. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez vu? Comment c'était? La deuxième journée, ma foi, elle est passée assez vite, finalement. On a marché beaucoup en fait, on a concentré la marche beaucoup le matin, de manière à faire les 3/4, voire, ouais, un peu plus des 3/4 de marche, le matin, faire une pause le midi pendant laquelle en général, ce qu'on faisait, c'est qu'on mangeait puis après on faisait comme une petite sieste, quoi. Parfait. Pour reprendre la marche, en fin d'après-midi vers 16h-16h30 au moment où le soleil est un peu moins fort. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, à partir de la deuxième étape, les enfants ont commencé à découvrir le fait de pouvoir, faire leurs étapes sur les dos des dromadaires. Ah, Parce que du coup, on avait 2 dromadaires de selle. C'était bien sympa. Je pense qu'en vrai, tous les enfants étaient largement capables de faire les étapes en entier. Vu leur forme physique à tous, il y avait pas de souci. Mais c'est assez génial parce qu'ils montaient 2 par 2 sur les dromadaires et les 2 dromadaires se suivaient. Enfin, ils étaient attachés l'un à l'autre et bon, ils ont adoré parce que c'était très fun d'être en haut perché en haut du dromadaire. Donc il y a le côté rythme de la marche qui est un peu chaloupé, donc qui donne un peu le ton et ça leur permettait de pas mal papoter. Donc ils ont vraiment beaucoup aimé. Puis d'être en hauteur, donc on découvre aussi enfin moi je suis montée sur un dromadaire pour voir aussi comment ça faisait de faire genre un 5-10 petit minutes, bout, oui. en haut quoi d'un dromadaire et la perspective est différente, donc c'est assez chouette. Enfin c'est voilà, donc je comprends qu'eux, ça a été un de leurs points forts du voyage. Et ce qu'il a été dit, c'est que pour les enfants, ou est-ce que les adultes ont également fait un bout de chemin sur les dromadaires? Comment ça s'est organisé? Alors en fait, théoriquement, c'est que pour les enfants. Par rapport au poids, ben, les enfants, ils peuvent monter 2 par 2 dessus. En vrai, tout le monde peut y aller, donc tous les adultes qui étaient curieux de tester ont aussi passé un petit temps sur les dromadaires le dernier jour ou l'avant-dernier jour.
juste pour voir, parce c'était plus de la curiosité et que c'était des étapes un peu moins longues, donc finalement ça faisait pas défaut. Enfin, on n'avait pas d'enfant qui était en absolue nécessité d'être sur un dromadaire. Donc cette deuxième journée passe vite. Vous êtes toujours dans les mêmes types de dunettes, paysages, comme tu disais. Et vous arrivez donc à votre bivouac, rebelote, le bon repas. Ouais. En plus, ce soir-là, on a mangé un couscous et il était juste divin. Encore une fois, bravo au chef. Voilà. C'est important parce que c'est ce moment où c'est déjà hyper satisfaisant de se retrouver après cette longue marche, mais en plus quand c'est bon, t'as encore plus hâte d'y être et ça te fait recharger tes batteries, quoi. Tout à fait, tout à fait. Donc c'était vraiment fabuleux. Après le 3e jour, on savait que c'était le jour où il allait faire, le plus chaud, Ah, parmi les jours le plus chaud, donc on s'est vraiment préparés pour partir, le plus tôt possible et en fait, il y avait une surprise ce jour-là qui a brisé un peu les paysages, enfin qui était un peu différente. C'est que, d'une part, en fait, on était dans le lit du Dra et là, il y avait d'un coup un peu plus de végétation et donc en marchant dans le lit de la rivière, il y avait des cristaux de sel. On a pu observer quelques peintures rupestres. Alors malheureusement, il y en a pas énormément parce qu'elles ont été dégradées et qu'il y a des gens qui ont enlevé des bouts de cailloux et cetera, donc du coup, il y en a quelques-unes, mais c'est pas non plus à pléthore. Mais finalement, le gros point fort de ce début de cette matinée, on s'apprêtait à vivre un truc hyper dur et tout, c'est qu'il y avait une surprise, c'est qu'un truc qui est pas mentionné, donc je pense parce que il y a pas toujours, de l'eau, où on est donc, au milieu du désert et en plus c'était une journée où il faisait extrêmement chaud et en fait, on arrive dans un endroit où il y a un genre de piscine naturelle. ouh, Et là, on s'est baigné, donc ceux qui le souhaitaient évidemment, et c'était, surréaliste. Enfin pour moi, c'était fou parce il faisait vraiment il devait être que 10 heures du matin, mais il devait faire plus de 35 déjà, donc il faisait vraiment très chaud. Et là, tu arrives et tu as cette eau qui est là avec plein de roseaux. Il y a quelques personnes qui sont quand même pas baignées parce que l'eau était c'est pas bah, voilà, c'est une eau, où tu t'imagines qu'un crocodile peut sortir à tout moment, même s'il n'y a pas de crocodile au Maroc, on est ah d'accord? oui. C'est juste l'imagination. Mais du coup, effectivement, l'eau, voilà, elle est un peu verte et tout, mais elle est pas croupie, hein, donc elle est quand même, agréable à se baigner et c'était un moment, mais juste hors du temps parce que Ah là c'était là, complètement surréaliste de trouver de l'eau comme ça au milieu du désert, ce petit point mais ça faisait pas une carrément. oasis, c'était plus, il y avait pas de grands palmiers, c'était de la végétation assez basse et d'un coup, bam, comme si c'était une source, qui ressortait. Alors je sais pas si c'est l'eau de la rivière qui ressort à cet endroit-là ou qu'il y a une source. J'ai pas eu l'explication en détail. Toujours est-il qu'il y avait cette étendue d'eau et là, le bonheur absolu, quoi. Bah oui, un petit plongeon. Ah ouais, c'était fabuleux. Les enfants ont adoré. C'était dingue, quoi. Mais vous aviez prévu le maillot de bain? Le guide nous avait dit quand même d'avoir. On savait donc il y avait une piscine à l'hôtel, donc on avait nos maillots quoi qu'il arrive avec nous. Et le guide avait dit ah demain peut-être. C'était pas très clair. Peut-être qu'on pourra se baigner. Enfin, j'étais là, mais quoi se baigner? Mais c'est pas dans le descriptif, c'est bizarre. Qu'est-ce que tu nous dis et tout. J'avais pas tout. Du coup, on s'était pas dit on va se baigner. On s'était dit ouais, bon, on verra. On va prendre les maillots. Voilà, bah toujours, hein. On sait jamais. Il faut toujours être prêt. Et du coup, voilà, c'était fabuleux, d'autant plus que la suite de l'étape était extrêmement chaude et avec du vent de face en plus, donc Oh. c'était assez intense. Donc se tremper juste avant, c'était juste génial. D'où l'importance du chèche, si vous aviez le vent de L'importance du face. sèche qu'on a tous bien mouillé, bien remis sur nos têtes, donc ça sèche en 2 secondes, mais le temps que c'est mouillé, ça te permet de rester un peu au frais. Le vent de face, c'est pas fun. Vous avez vécu ça comment? Et ben, c'était non seulement du vent de face, mais en plus, on est vite arrivé dans les dunes où du coup, ben, c'était le vent plus le sable. Ouh. Alors c'est marrant parce que moi, ça m'a fait penser à une sensation comme en montagne en hiver, tu vois? Avec la neige qui se soulève et où vraiment tu dois être, comment dire? Équipé et préparé dans ta tête à affronter les éléments. Donc c'est-à-dire que, eh bien déjà pour être dehors, il faut le chèche, les lunettes, il faut être couvert, enfin avoir la bouche couverte parce que sinon tu en prends Mmh. partout dans la figure donc voilà. Et puis tu sais que ça va être dur, donc il faut le soleil tape très fort, donc il faut pas trop traîner, il faut être efficace.
j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de similarités avec la haute montagne parce que le reste du temps, moins. Mais Oui. quand les éléments se déchaînent un peu plus, avec ce vent, et cetera, le sable, et cetera, bah, ça donnait une autre dimension au trek et finalement, on a bien aimé aussi parce que c'était un truc à vivre, en fait et Mmh. puis d'avoir du sable partout, enfin, c'était assez dingue, quoi. C'est pas comme genre, tu es à la plage et tu t'abrites 2 secondes, machin, OK, mais non, là, c'était un truc permanent sur toute la journée, donc il fallait le faire avec, en fait. Et les enfants, ils ont vécu ça comment? Bah, ils se sont adaptés. C'est-à-dire que, ben, on leur a dit: «Ben, voilà, on met le chèche en entier, on se couvre bien la figure, on garde bien les lunettes», et finalement, ça a été alors du coup, c'est pareil, cette journée était assez spéciale parce que du coup, quand on est arrivés, le guide nous avait bien prévenu que c'était l'endroit où il y avait pas d'ombre. Donc c'est le seul bivouac où il y a 0 ombre et donc on arrive à, 13h, quelque chose comme ça. Ah oui, Il y a pas d'ombre. Donc ils nous avaient planté là et il y a du vent. c'est bien, c'est sympa, ça donne envie. Et du coup, en fait, ils nous avaient planté la tente la grande tente où ils pouvaient mettre la table à l'intérieur. Donc là, pour le coup, ils avaient mis la table à l'intérieur parce qu'avec le vent, de toute façon, on pouvait pas rester dehors. Et là, on s'est dit: «Waouh!» Tu rentrais dans la tente, ça faisait comme un sauna, mais un truc de dingue, c'était énorme. La chaleur qu'il y avait dedans, c'était la folie, quoi. Donc ils nous avaient dit: «Non, mais on mettra la tente, puis on relèvera les bords, comme ça, il y aura de la circulation d'air». Mais sauf que c'était pas possible parce qu'il y avait beaucoup trop de sable qui volait. Eh ben non, raté. Oh punaise! Donc on a mangé, et puis après, bah, ils ont enlevé les tables, on a mis tous les tapis par terre, donc voilà, c'est un peu, salle, tente de repos, mais il faisait tellement chaud, Ouais. c'était dingue. Donc ben, on a fait des parties de loup-garou avec les enfants. Ah! C'est des ca alors je connais pas le loup-garou, j'imagine que c'est un jeu de cartes? Ouais, alors c'est un jeu de cartes qui a la spécificité de se jouer que quand on est très nombreux, donc faut jouer à partir de 8 joueurs. Ah oui, effectivement. Et du coup, c'est un jeu un peu des jeux de rôle, donc voilà. Donc Ah! c'était très adapté, ça faisait passer le côté tu transpires sans rien faire sous cette tente, il fait tellement chaud. C'est Mais bien. et alors c'est marrant parce que pour la plupart des participants, quand on a débriefé ensuite, il y avait vraiment une bonne ambiance, donc on a pu bien rigoler après de se dire: «Ah, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé?» et cetera. Donc ça a été un peu une épreuve pour tout le monde, cette tente, pour plein de raisons différentes, parce que, trop chaud, parce qu'on était tous collés, enfin beaucoup de promiscuité, parce que voilà, moi j'avais trop envie d'aller dehors et j'aime tellement être dehors que c'était compliqué pour moi de rester enfermée tout le temps dans cette tente. Mais malgré tout, ça restera un temps fort du trek aussi parce que, c'est pas enfin, c'est assez unique et puis malgré tout, c'était court. Enfin, c'était à l'histoire de quelques heures. En vrai, Mmh. c'est pas non plus insurmontable. Donc heu, donc voilà, c'était bon. Je pense qu'on se souviendra de la tente pendant longtemps. C'était fait exprès, en fait, c'était pour vous laisser un souvenir indélébile. Voilà, c'était soit tu restes dans la tente au chaud, soit tu sors, mais il y a beaucoup, beaucoup de sable. Donc voilà, moi je suis sortie typiquement, j'ai pas voilà. Mais du coup, c'est vrai que tu avais du sable, collé, mais partout, 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 sur le visage, dans les oreilles, c'était dingue. Ah bah tiens, j'ai une vraie question. Comment vous faisiez pour, vous laver? Alors, le premier soir, ils nous avaient mis à disposition des toutes petites bassines, enfin l'équivalent d'un bol quoi, grosso modo donc c'était déjà grand luxe et plus on avançait loin dans le désert et sur ce bivouac-là, il y avait plus de bol. D'accord. On avait, nos lingettes, et puis, nous, les enfants, ils se font vraiment bien. Je sais pas si tous les enfants sont pareils, mais au fait de pas se laver, ça les indispose pas du tout, hein, c'est pas un sujet et puis, nous, on a l'habitude aussi, donc c'était pas C'était pas insurmontable. non. Tu le savais forcément avant de partir et c'est sur un temps court. Tout le monde fait pareil, donc ça doit se vivre mieux que, Oui, quand tu es chez toi et que tu as une panne d'eau et que tu veux pas te laver pendant 4 jours. ouais, voilà, c'est-à-dire que ça fait partie aussi Mmh, c'est ça. de l'ensemble finalement et on est préparé, on le sait, puis, c'est finalement très court, hein, c'est quelques jours, donc Mmh c'est mh. pas non plus, insurmontable, je trouve. Puis là, pour le coup, en plus, on s'était quand même trempés dans la même journée, donc Eh ouais, forcément, c'était grand luxe. grand luxe, exactement. Bon, le soleil finit par se coucher, ouf.
Vous êtes resté là aussi cette nuit ou vous avez remarché pour aller à Non, un non, autre là endroit? pour le coup, on n'a pas remarché, on n'a pas bougé de ce camp-là. Mmh. Ce bivouac-là était assez fabuleux parce qu'il y avait une très grande dune de laquelle on voyait, vraiment très loin, donc la vue portait très loin et on voyait justement le poste, frontière de l'Algérie, donc sur la crête d'en face quelque part et c'était vraiment magnifique. Enfin, c'était grandiose et avec un ciel étoilé, mais comme jamais quoi, une voie lactée, mais enfin, cet endroit-là était magique. C'était exceptionnel, vraiment exceptionnel. Et est-ce qu'il y avait des spécialistes des étoiles pour indiquer, Alors, il y avait pas spécialement des spécialistes, mais nous, on en connaît un peu, puis on a une appli magique qui fait ah bah tip oui, top, pour ça. Même sans réseau fonctionne, donc du coup, on ah l'a un peu génial. utilisé. Mais on voyait très bien Vénus au coucher du soleil et après, enfin puis limite, il y avait trop d'étoiles tellement ça devient même plus dur de voir les constellations tellement, le ciel est étincelant. Enfin, c'est vraiment exceptionnel. Je pense que j'ai jamais vu un ciel aussi beau qu'à cet endroit-là. C'était magique, quoi. Les enfants ont énormément joué dans les dunes hein, parce que, s'y prêtaient, ils les ont escaladés je sais pas combien de fois, redescendus je sais pas combien de fois. Ils ont inventé une pétanque dans les dunes en lançant des cailloux, celui qui a roulé le caillou plus loin. Enfin, ils ont rivalisé de créativité pour trouver plein de jeux, Ah, c'est génial. ah ouais, c'était vraiment exceptionnel et il me semble que c'est ce soir-là, mais et c'était assez marrant parce que tous les soirs, les enfants voulaient faire un feu. Donc les soirs d'avant, ils avaient réussi à ramasser un peu de bois et à faire un feu. C'était voilà, enfin, visiblement, ils se sont tous bien trouvés à tous avoir, la même motivation de faire du feu. Oui, parce qu'il faisait pas assez chaud. On n'avait pas assez chaud la journée, hein? Donc voilà. Et ce soir-là, c'était assez drôle parce que finalement, les garçons avaient pas vu enfin les enfants avaient pas vu que les chameliers avaient, eux, ramassé du bois. Parce que nous, on a ramassé du bois, parce qu'on savait qu'il y avait pas d'arbres à ce bivouac-là. Et du coup, on en a ramassé un petit peu pendant la journée. Et en fait, les chameliers en avaient ramassé beaucoup plus. Ah! Et ils ont fait un grand feu et c'était assez génial parce que c'est aussi un soir où on a chanté. Donc les chameliers toute l'équipe, s'est mise à chanter autour du feu. Donc Génial. c'était vraiment génial. C'était un super moment. Donc du coup, on a chanté aussi, les enfants aussi. Enfin, on a tous chanté ensemble. C'était mais assez unique. Enfin, c'était un super beau moment, quoi. Donc on utilisait les bidons pour faire des percussions, Et vous chantiez c'était, en quelle langue? alors, bah, chacun c'était comme un dialogue finalement. Chacun chantait un peu une chanson à son tour, sans forcément comprendre évidemment les paroles des chansons. Bon, Pas grave. c'était pas très grave et ouais, c'était vraiment un beau moment de partage et enfin, je pense que l'éloignement et le fait d'être comme ça perdu au milieu de la nature, ça renforce encore plus ce sentiment-là, quoi. Donc c'était assez exceptionnel. Pas facile d'aller se coucher, quand on passe une soirée comme ça. Non, c'est vrai, et puis en plus, il fait bon le soir. Pareil, il y a un des éléments, par rapport à la préparation où on se disait, on avait peur qu'il fasse très froid la nuit. En vrai, c'est largement supportable. Donc il fait frais un tout petit peu vers 4-5 heures du matin, où à la limite, on peut mettre un peu des manches longues, voire une petite polaire un peu plus épaisse. Mais c'est tout, il fait vraiment pas très froid, en fait. Vous aviez pris vos sacs de couchage? Alors oui, on avait pris nos sacs de couchage. Après, matelas et tente étaient fournis. Moi, j'avais pris un matelas aussi en plus, mais plus pour des raisons d'allergie que d'autres choses. Mais voilà, non, non, et les tentes étaient super, de bonne qualité, donc il y avait pas de souci. Mais c'était encore mieux de dormir sous les étoiles, Bah, ouais. Bon, le 4e jour, il se passe quoi? Alors, on continue de progresser toujours c'est un mélange de paysages entre, je dirais entre les dunes et les plateaux. Donc finalement assez similaire. Mais ce qui est assez marrant, c'est qu'on prend une espèce de rythme. On se fixe le guide nous fixe un cap, nous dit, ben, pour ceux qui ont envie parce que voilà, moi je suis assez curieuse de savoir, où on va, c'est quoi notre cap, machin. Donc il nous dit: «Bah, voilà, notre cap aujourd'hui, c'est ça, telle forme de dune là-bas au loin, tu vois?» Voilà. Du coup, on marche et on est dans cette espèce de rythme dont on a
finalement même plus envie de s'arrêter parce que ça devient un peu une routine qui se met en place. Et alors que les enfants ici, ben, si tu leur dis marcher pour marcher, ça va les gonfler. Et ben là, pas du tout. C'est assez un truc normal, genre ils nous disent même pas: «Mais pourquoi et où on va et machin». Ben non, en fait, on se met en route et on marche, on est ensemble et c'est cool. Et tu C'est leur dis: «Mais fou. vous savez que dans 2 jours, le trek est fini?» Et ils font: «Ah non!» Et c'est en ça que j'ai trouvé assez magique dans le désert, c'est qu'ils n'ont plus besoin d'un but ou quoi. En fait, ils on s'habitue et on prend plaisir à juste cette avancée dans le désert et je m'explique pas vraiment pourquoi. C'est un peu mystérieux, mais ça a fonctionné pour tout le monde et je sais pas trop pourquoi. Eh ben écoute, on a vécu la même chose en Jordanie, donc comme quoi effectivement ça doit être général. Même constat de si on n'a pas de but, c'est compliqué avec les enfants, et particulièrement avec le plus petit de mes deux. Il a jamais demandé où on allait, il avançait, et voilà. Jusqu'à ce qu'on lui dise c'est bon, on est rentré. Ouais. C'est Et fou. même avec une vraie tristesse de se dire, «Ah ouais, mais plus on enfin, au fur et à mesure, On se il y rapproche en de a la plus fin. et on se rapproche de la fin et à se dire: «Bah non, en fait, moi, j'ai envie de rester dans le désert, je suis trop bien là, quoi». Mais c'est assez fou, j'ai trouvé, c'est assez inexplicable, j'ai trouvé. Et alors, il y a sûrement plein de choses, il y a sûrement le côté groupe qui aide, enfin, qui fait un peu de tout, hein. Oui. C'est un petit peu de saupoudrage de tout plein de choses. Mais j'ai trouvé que ça fonctionnait, enfin, qu'il y avait un truc, qui se passait. Je vois bien. Est-ce qu'il y a d'autres, enfin, ce quatrième jour, L'avant-dernier jour, on a ou le dernier jour, je sais plus, on a aussi visité un village, donc c'était l'occasion, aussi pour le guide de nous expliquer. Donc c'était un village qui avait été à moitié abandonné, donc c'est au moment où on se rapproche à nouveau de la civilisation, donc on quitte un peu justement le côté très sauvage des dunes. Mais qui était intéressant aussi parce que finalement, tu visites un village qui a été abandonné il y a quelques dizaines d'années parce que le sable, le désert gagne, donc ça permet aussi finalement de se rendre compte concrètement, alors que c'est un peu dur ici de parler de réchauffement climatique. Tu vois? oui. Là, on est au printemps, ça explose de verre dans tous les sens. Alors que là, ben, ça prend tout son sens quand tu visites des maisons où là, il y a du sable, partout, du coup qui ont été abandonnées et cetera. Et donc je pense que ça va, voilà, il y a du concret dans toutes ces problématiques qu'on a aujourd'hui, sur notre planète. Et donc c'est assez intéressant et puis, ben, du coup, c'est aussi le moyen de, tout simplement de voir un peu l'architecture, de voir comment ces maisons sont faites et cetera. Donc c'était pour le coup, assez sympa. Et on a dormi cette nuit-là, du coup, dans un campement, en dur, donc dans un petit village. Donc c'était on a renoué avec les douches. Magnifique. Ah, elle devait être bonne celle-là. Ouais, ouais, elle était pas mal. C'est vrai que c'était pas mal. Et après le lendemain, du coup, en remontant vers Ouarzazate, on a remarché à nouveau et c'était assez joli parce que c'est ce trek, c'était aussi une prise de conscience, mais je pense que ça fait ça quand on est dans le désert, mais là, avec cette dernière étape, ça l'a bien fait, j'ai trouvé, parce qu'on a fait une dernière étape de rando, dans une palmeraie qui, elle, était vachement plus irriguée que toutes celles qu'on avait vues avant où le sol était pas cultivé, hein, où c'était juste les quelques palmiers, mais le sol c'était que de la terre. Et là, donc, de voir des parcelles cultivées parce qu'il y avait plus d'eau et du coup, explosion d'îlots verts au milieu du désert, c'est assez fou parce que d'un coup, tu te rends compte de cette importance capitale de l'eau et que finalement, c'est ça qui fait tout, quoi. qui, Bah oui, c'est la base. on a beau le savoir, finalement, ce n'est vraiment que quand on le voit concrètement comme ça que qu'on s'en rend vraiment compte et que la vie dans le désert, à part 2-3 animaux qu'on a croisés, mais sinon il y a quand même, voilà, c'est compliqué, quoi. Bah oui. Donc du coup, donc là, tu vois ces cultures, tu vois qu'il y a plus d'arbres, et cetera. Et ça fait vraiment une prise de conscience énorme, j'ai trouvé. Oui. Tout est là. Tout est là. En fait, parfois, faut vraiment pas chercher, trop, mais juste de l'eau, ça change tout, quoi. Donc là, vous êtes revenu à votre point de départ. Tout à fait. Comment vous vous sentiez après cette semaine de marche dans le désert avec ce groupe? Il y a vraiment une super belle entente, dans le groupe. Donc déjà, c'est assez marrant quand même de se dire que
La semaine d'avant, tu avais des gens potentiellement à l'hôtel qui étaient sur la table d'à côté de toi, tu les connais ni d'Ève ni d'Adam, puis finalement, à la fin, bah, tu conçois même pas de pas manger ensemble, ni que du petit-déj au dîner, quoi, parce que juste, enfin, tout le monde a envie de se retrouver. Même une fois que donc la moitié des participants sont partis dès le lendemain de notre retour à Ouarzazate et du coup avec une autre famille on avait un jour de plus parce que les avions, enfin au gré des horaires d'avion on est resté une journée de plus à Ouarzazate. On a quand même passé c'était une journée complètement libre hein, mais on l'a passée ensemble. Bah évidemment. Parce que les enfants avaient trop envie d'être ensemble, mais même nous, on a pris plaisir à être ensemble, à juste discuter. C'était vraiment chouette, quoi. Donc, du coup, la question se pose pas. Les enfants ont envie d'être ensemble. Et c'est assez marrant parce que je sais pas si tu te rappelles, mais au Cap-Vert, on avait adoré faire une partie de foot Oui. avec des Cap-Verdiens. Et du coup, là, on s'est dit, bah, dans le désert, forcément, on a croisé moins de monde, hein, donc on n'a pas pu faire ça. Mais le hasard faisant bien les choses, sur notre avant-dernier dîner à Ouarzazate, en fait, on sort du resto et là, bam, devant la Casbah, des jeunes qui font un foot. Et donc là, foot, on avait les 7 enfants tout prêts à jouer aussi. Ils sont allés faire un France-Maroc. Et devant la Casbah, c'était un peu surréaliste là, qu'ils jouaient sur cette grande place. Et du coup, on a pu faire notre foot avec les locaux, c'était cool. Ah bah il faut, partout où on va, il y a des foot, quoi. C'est la Exactement, base aussi. Ça aussi, ça fait partie des choses immuables qu'on tout à retrouve fait, dans tous les voyages. exactement. S'il y avait une chose à retenir de ce voyage, pour toi et pour les enfants, ce serait quoi? Ah, je pense que ce qu'on a tous préféré, c'est cette magie des dunes, on va dire, qui est un petit peu dur à décrire, mais finalement, ce qu'on a ressenti sur ces dunes, avoir un profond sentiment de liberté et d'apaisement aussi. Je trouve que ça fait ça et ça a fait ça à nous, mais quand on a demandé aux enfants, c'était aussi ce qu'ils avaient préféré. Alors, aussi parce qu'ils y ont beaucoup joué, hein, mais tu vois, rien que de s'asseoir en haut, de grimper tout en haut de la crête d'une dune et d'arriver à marcher sur ces crêtes qui sont juste trop belles, là, où ça fait vraiment une ligne de crête comme ça quand tu avances, ça nous a tous énormément plu. Tu sais combien de kilomètres vous avez parcouru? Alors ma montre me dit qu'on a fait un peu plus de 20 d'une vingtaine autour d'une vingtaine de kilomètres par jour. Je sais pas Ah, si pas c'est, mal. vraiment ça ou si c'est moins, mais voilà. C'est juste pour avoir une petite idée. Mais après c'est plat tout le temps, Oui, donc pour des gens qui ont l'habitude de marcher en montagne, ça semble, enfin ça va le vite quoi. C'est pas là enfin pour le coup, on n'a pas ressenti, nous de grosses di enfin d'ailleurs aucune difficulté sur la partie physique, je dirais. Mais ça dépend vraiment aussi de ce que tu as l'habitude de faire au quotidien. oui, bien sûr. Ouais. Léo avait 9 ans, presque 10. Est-ce que c'est un voyage qu'on peut faire plus jeune que ça? Alors, Alibert l'indique à partir de 6 ans. Je pense que c'est faisable, mais je dirais modulo deux trois petites choses quand même. C'est-à-dire que c'est 6 ans si l'enfant il a l'habitude de marcher quand même, à mon Évidemment. sens, hein. Et peut-être pas sur des périodes où il fait aussi chaud que ce que nous on a vécu. Tout simplement parce que les enfants ont un peu moins d'autonomie aussi. C'est-à-dire que nous, on les encourage à boire très régulièrement parce qu'il faut vraiment beaucoup, beaucoup boire. Et puis au bout d'un moment, ils ont compris d'eux-mêmes que c'était important de boire, donc il y a plus besoin de leur dire finalement. Je sais pas si à 6 ans, les enfants, ils ont moins cette, autonomie, à s'hydrater régulièrement et cetera, donc c'est plus sur cet aspect-là. Après, j'imagine qu'un enfant de 6 ans va passer plus de temps sur le dromadaire Oui. que à marcher, mais à nouveau, il faut faire attention, que sur le dromadaire, des fois, ils ont tendance à oublier de boire, donc faut faire gaffe aussi. Donc je pense que ça se fait sur des enfants qui sont un peu aguerris à la marche. Je pense aussi. Mmh. Côté budget, on est sur quel type d'enveloppe? C'est un trek qui est proposé à partir de 1 145 € par personne Mhm. et selon les périodes, qui, fluctuent, voilà. Bon, c'était super ce voyage. Ouais, c'était génial. C'est assez marrant parce que le dernier jour, Eva, notre fille, on était à l'hôtel et puis on voyait qu'il y avait d'autres familles qui se préparaient à partir sur le même itinéraire. Et ouais, elle, au départ, elle avait un petit peu de réticence à aller dans le désert parce que très chaud, parce que pas de végétation et cetera et cetera. Et en fait, elle a adoré, mais vraiment adoré. Et du coup, on lui dit, «Tu prête là à repartir, Eva? Tu serais prête à retourner?» Elle nous regarde, elle fait: «Ah ouais, mais là, j'y retourne direct».
Je crois que c'est la plus belle preuve du fait que c'était un voyage magique Ouais, et complètement adapté, en tout cas, à vos enfants et à votre famille. tout à fait. Donc là, on Mm. s'est dit: «Waouh, dis donc, génial». Bon, on a eu un petit souci avec le logiciel, alors on a arrêté, puis on a repris un peu plus tard. Donc, j'allais te demander, quand ça a coupé, quelle destination tu aimerais faire découvrir à tes enfants. En fait, avec Fred, on a déjà voyagé sur des zones, tropicales type, île avec, pas grand-chose sur la plage, la petite forêt, la plage, le côté un peu route de petites cabanes, de bambou et j'aimerais bien leur faire découvrir ça. Nous, on avait fait ça à Zanzibar, en Thaïlande, au Mexique, mais jamais avec eux et du coup, je t'avoue que ce type de destination me fait envie parce on est des gens qui sont, quand même hyper actifs et du coup, j'aimerais bien, leur montrer que des fois, on arrive à être cool aussi selon l'endroit où on est. Je sais typiquement que Solène, que tu connais de Trip and Twin, ça a été sur des îlots en Indonésie qui avaient l'air absolument sublimes, Mais les Raja dingue! Ampat. Je Et je veux me faire suis dit, ça aussi! oh là là, ça a l'air tellement bien juste de se laisser porter, d'être. Nous, le côté hébergement très route, il nous va vachement bien. Et juste le fait que ce soit très, très nature, voilà, très basique, nous plaît vachement. Donc voilà, ça me fait envie. D'ailleurs, j'en profite, si tu peux faire avec moi un appel à Solène pour qu'elle nous raconte ça sur le podcast, parce que pour l'instant, elle est débordée, c'est la saison qui commence, donc je respecte, y a pas de souci, mais je la veux à la rentrée absolument! J'y manquerai pas, t'inquiète pas. Parce que ça avait l'air trop génial, vraiment. Mais tous leurs voyages sont extraordinaires. Ah oui, c'est sûr. Quelle est la destination que vraiment, vraiment t'as pas envie de faire? Écoute, il y a pas beaucoup de destinations parce que dans l'esprit, j'aime beaucoup voyager, j'ai envie d'aller partout. Mais je dirais que des endroits type très urbanisés et très artificiels, type Dubaï ou des choses comme ça me fait moins envie naturellement. Une anecdote, un truc qui t'est arrivé lors d'un de tes voyages et dont tu te serais bien passé. Alors, je sais que sur un épisode précédent, je t'avais raconté les gamelles de nos enfants qui sont respectivement ouverts la tête, les genoux, les dents, les machins comme ça. Je vais essayer de te trouver un truc un peu différent. Une mignonne rigolote, tiens, il y a très longtemps, quand les enfants étaient tout petits. On était parti faire un trip à vélo sur la voie verte du Haut-Languedoc. Donc, Mhm. c'est une voie verte très sympa parce que du coup, tu passes sur un flanc qui est en fait, tu vas jusqu'à la ligne de partage des eaux. Donc, avec un versant où les rivières elles vont se jeter dans l'Atlantique et l'autre versant où c'est plus méditerranéen et les rivières vont dans la Méditerranée. Donc, cette voie verte, elle est vraiment jolie parce que tu as une belle diversité de paysages. Et du coup, sur une des étapes, on part le matin. En plus, il pleuvait. Enfin, c'était un peu, tu vois, le truc, tu es dans les bonnes conditions déjà. Et en fait, arrivé à la première étape, on se rend compte que notre fils, qui était petit, hein, il devait avoir, je sais pas, 1 an et demi, il était encore en couche, évidemment. Et donc, on va pour le changer. Donc, évidemment, par terre, je ne sais pas trop comment on s'était installé. Et puis là, je dis à Fred, bah, passe-moi la trousse à langer. Il fait, c'est toi qui l'as rangée. Je dis, bah non, c'est toi qui l'as rangée. Et là, on s'est regardé, on s'est dit, ah, donc en fait, on n'a pas la trousse à langer. Donc, on n'a pas du tout de couche avec nous parce qu'on n'avait rien. On voyageait un peu léger, quoi. Et donc, on a dit, OK. Et donc, on a fait la super technique de parents. Ben, on a vidé la couche dans des toilettes, on l'a remise Ah ce bah truc oui, hein. et du coup, voilà, c'était pas une grosse galère parce qu'au final, je pense que au cours de la journée, on a dû croiser une supérette où on a pu acheter des couches, donc c'était pas la fin du monde du tout. Voilà, il y a eu quelques heures où il a pas dû être super confortable et ce petit moment de: «Tu l'as la trousse à langer? Non, tu l'as? Ah non!» Voilà, Oui. Non, je vois bien. Je vois bien. Je pense que c'est arrivé à peu près tous les parents. voilà. Votre prochaine destination en famille? Alors, ça, c'est une super bonne question parce que c'est très paradoxal, mais on est fort
On aime beaucoup partir et parfois je manque beaucoup d'anticipation. Donc, on va dire que notre prochaine destination en famille, ce sera notre festival d'ailleurs, hein, début Mais oui, juillet. Donc, pas du tout loin de chez nous, mais c'est quand même une petite aventure parce que on n'est pas sur du grand voyage, mais on est sur une belle immersion. Donc, comme on va accueillir une centaine de familles cette année. Donc, on peut appeler ça une expérience et une aventure. Donc, voilà. Et non, cet été, je pense que on va rester dans le coin et faire un peu de rando et puis repartir plus loin après aux vacances d'automne. On aime bien partir un peu à contre-temps aussi parce que c'est aussi une façon d'avoir un peu moins de monde et des sites un peu moins surchargés dans l'ensemble. Donc, on aime bien ça en fait. ouais, et puis il fait souvent beau à cette période. Mm. Donc, c'est vrai que on est déjà finalement à l'étape d'après en train de lorgner sur les vacances d'automne, à se dire est-ce qu'on n'irait pas en Sardaigne, par exemple, parce qu'on a vu que il y avait des super belles plages et surtout on aime beaucoup grimper en famille et qu'il y a des belles falaises pour aller grimper. Donc, voilà. Donc, ça fait partie des voyages qu'on a en ligne de mire. T'as parlé du festival, mais tout le monde ne sait pas ce que tu veux dire. Moi, j'ai compris. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu plus? Oui, bien sûr. En fait, tous les ans, avec les petits baroudeurs, on organise un festival qui s'appelle le Festival des petits baroudeurs. Ce festival, c'est en fait 3 jours d'activités et de bivouac, ou tout du moins de camp, donc dans la nature. L'idée étant de se reconnecter en famille, hein, de partager des activités ensemble, parents-enfants, et aussi des activités donc vraiment autour du thème de la nature. Donc le premier festival, il a eu dans les Bauges, donc c'est 3 jours en moyenne montagne. Donc, on campe vraiment en pleine nature. Il n'y a pas de camping. On est vraiment dans le vrai sauvage. En fait, on propose des activités qui vont être de la rando avec des ânes, de la rando avec des chiens, de la grimpe dans les arbres, cueillette et cuisine de plantes sauvages. On a un atelier de Robinson, en fait, où on apprend à récolter de l'eau, à faire du feu, à construire un abri. Donc, les enfants, ils sont hyper fans. Et on fait des veillées, il y a des conférences, donc des intervenants qui viennent raconter des aventures un peu folles qu'ils ont fait avec leurs enfants, projection de films, tout ça dans un lieu hyper préservé, hyper sauvage. Ça donne envie. Les enfants ont quel âge à peu près? Écoute, le plus jeune l'année dernière avait 2 mois Ah oui! et les plus grands, ça va jusqu'à 15 ans cette année, donc c'est assez large. En fait, tant qu'ils sont c'est assez marrant, mais ils se mélangent super bien et ça fait une super bonne dynamique, en fait. Mhm. Et les inscriptions sont encore possibles? Les inscriptions pour l'été, ouais, sont encore possibles, tout à fait, il reste encore des places. Ce sera le 8, 9, 10 juillet, pardon. Le week-end des grandes vacances pour les primaires, ouais. Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast? J'ai une fille qui rêve d'aller en Alaska. Je sais pas du tout si tu as déjà eu ce genre de destination décrite, et Non? notamment sur du côté itinérant, éventuellement en trek, en tente, etc., avec des contraintes de grosses distances, voilà. Donc je serais preneuse. Bah, l'appel est lancé et ça doit pas être, il doit pas y en avoir beaucoup qui ont déjà fait ça. Non, mais je pense que c'est quand même à voir. Je pense que c'est une belle Carrément. nature, un beau challenge et beaucoup d'animaux, mais avec l'option risque quand même. Donc voilà, je suis curieuse. Ok, et bah écoute, si quelqu'un a déjà fait ça ou quelqu'un connaît quelqu'un, bienvenue sur le podcast. Dernière question, si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver? Eh bien, écoute, les petits baroudeurs, on est présent un peu partout. On a un site, on est présent sur Instagram, sur Facebook. On n'est pas encore sur TikTok. Je ne sais pas si toi, tu y es. Rarement. Voilà. Merci beaucoup Céline pour ce très chouette carnet de voyage au Maroc. Et bah à bientôt pour les prochaines aventures. Oui, eh ben, merci beaucoup à toi de m'avoir proposé. J'adore te raconter nos voyages, donc c'est toujours un plaisir. Et bah à bientôt alors. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, dites-le moi en écrivant un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur le blog. Vous pouvez aussi vous abonner, mettre une note 5 étoiles ou le partager autour de vous.
Alors je sais qu'on vous le rabâche tous, mais c'est notre petite récompense après tant d'efforts pour vous proposer un chouette épisode. Et ça dit à Apple qu'il faut le mettre en avant. Alors à votre bon cœur, monsieur dame. Comme d'habitude, toutes les notes sont sur le blog familleetvoyage.com. Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage? Vous aimeriez en écouter un sur une destination particulière? Retrouvez-moi sur Instagram, @familleetvoyage, toujours avec un S, _blog. À bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.